Et si la première grande révolution bancaire n'était ni à Wall Street, ni à la City? Ferme un instant les yeux et imagine-toi au bord du Nil en 1963. Le soleil se reflète sur un biais froissé d'une livre égyptienne que quelqu'un fait glisser presque timidement sur un vieux comptoir de bois. Il n'y a ni néon, ni gratte-ciel, juste la rumeur d'un souk, l'appel à la prière et un panneau discret. Mit Ramr Savings Bank. Dans cette petite agence, un jeune économiste audacieux, Ahmed El-Najjar, qui vient de briser un tabou millénaire, prêter et épargner sans le moindre riba, sans ce pourcentage qui transforme l'argent en marchandise. Il promet autre chose, partager le risque et partager les profits. 4 ans plus tard, 251 000 déposants, 0 défaut. Les moulins à riz tournent la nuit, les forges rouges crépitent, et on raconte même que les vieillards analphabètes signent avec leurs pouces tellement ils ont confiance. Une révolution silencieuse vient de naître loin des tours de Wall Street, et pourtant personne, ou presque, n'en parle encore. Et tout a commencé dans un village du delta du Nil. Prêt? Alors voici comment Mit Ramr a réinventé la monnaie. Et pourquoi aujourd'hui, c'est peut-être toi qui tiendras les rênes de la prochaine révolution. Ça y est, tu peux rouvrir les yeux. Tu es maintenant dans l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, au début des années 60. À peine 10 ans après l'indépendance, le pays se veut laboratoire du socialisme arabe. Un vaste programme de nationalisation place la quasi-totalité des banques et industries sous le contrôle direct de l'État. Mais la promesse socialiste se heurte à la réalité des campagnes. Dans le Delta, 2 familles sur 3 vivent de petites parcelles morcelées et beaucoup vendent leurs bijoux pour juste financer de l'engrais. Le guichet de la banque d'État est loin, impersonnel et surtout, il porte le stigmate du riba. Depuis des siècles, les prédicateurs récitent le verset 275 de Surat al-Baqarah. وأحل الله البيع وحرم الربا. Allah a rendu licite le commerce et il a interdit l'intérêt. Résultat, on cache le peu d'économie sous le matelas ou on s'en remet encore aux prêteurs du village qui prélèvent parfois 40% d'usure la saison. Dans les cafés enfumés de Mansoura, on discute pourtant d'une Égypte en plein décollage. Construction du haut barrage d'Aswan, production textile qui explose et grands plans quinquennaux. Le narratif officiel célèbre la modernité. Pourtant, vous, avec votre chemise de paysan boutonnée jusqu'au col, vous avez jamais mis le pied dans une banque. Pire, les imams rappellent chaque vendredi qu'un compte à intérêt pourrait rendre haram tout ce que vous achetez avec votre argent. Il y a donc, tapis dans l'ombre de la propagande progressiste, une immense demande d'épargne halal, mais aucun produit n'adresse. Et c'est là que surgit Ahmed El-Najjar. À 28 ans, le jeune économiste observe la méfiance viscérale de ses voisins. Et il note aussi ceci. Les Sparkassen allemandes financent des artisans locaux sans accabler de dettes éternelles. Pourquoi pas ici? Il obtient un feu vert du gouvernorat et le 25 juillet 1963, il ouvre la Mit Ramr Savings Bank, la toute première institution moderne sans intérêt. En vérité, sans ce trio étatisation du secteur bancaire, pauvreté rurale aiguë et interdit religieux sur l'usure, le pari d'El-Najjar n'aurait été qu'une note de bas de page. Mais l'histoire aime les conjonctions improbables. La défiance envers l'État crée la clientèle. La soif de développement fournit les projets et la loi islamique offre la boussole éthique. Quand les portes de Mit Ramr s'ouvrent, elles comblent pas juste un vide financier. Elles incarnent l'idée qu'une économie moderne peut s'élever sans sacrifier la foi ni la dignité des plus humbles. Ahmed El-Najjar, né en 1932 sur ces mêmes rives du Delta, diplômé d'économie au Caire, passe un court séjour d'études en Allemagne de l'Ouest, où il découvre les Sparkassen. C'est des caisses d'épargne coopératives qui financent artisans et PME sans spéculer sur les taux. Il en ressort persuadé qu'une banque n'a pas besoin de vendre l'argent pour être rentable. De retour en Égypte, il croise 2 réalités. La pauvreté obstinée des campagnes et le tabou religieux du riba. La solution est audacieuse. Fusionner le modèle Sparkassen avec la Modaraba, le partage des profits. Et surtout, éviter toute mention islamique pour tenter d'éviter d'effrayer le régime séculier de Nasser. Le 25 juillet 1963, il ouvre la Mit Ramr Savings Bank dans un simple local blanchâtre. Engage 20 jeunes diplômés qui forment lui-même et, détail révélateur, il exige qu'on s'adresse aux clients en disant partenaire et pas déposant. En 4 ans à peine, le réseau passe de 1 à 9 agences. Et ce, malgré l'absence totale d'intérêt. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? On a juste 3 comptes. Un compte d'épargne à vue, retrait libre, mais 0 dividende. Les comptes d'investissement, c'est des fonds qui sont bloqués 6 mois et le bénéfice est partagé en 60-40 entre la banque et le client. Et enfin, les comptes zakat.
C'est des dons qui sont fléchés vers les plus démunis. Ensuite, la banque prête sans intérêt aux petits forgerons, aux ateliers de tissage ou aux agriculteurs qui veulent irriguer une terre. Et les chiffres suivent la ferveur. 17 560 épargnants la première année, 251 152 en 1967, avant même l'arrivée des chéquiers. Les dépôts moyens par client montent de 2,33 livres égyptiennes à 7,28, ce qui équivaut aujourd'hui à environ 200 € de pouvoir d'achat. C'est un mois de salaire en Égypte. Les analystes économiques notent un taux de défaut proche de zéro. Al-Najjar, lui, il parle simplement de pression morale de la communauté. Mais rappelle-toi que Najjar est encore que dans sa trentaine. Chaque soir, il rédige dans un carnet les leçons du jour. Transparence, proximité et partage. Quand on lui propose d'augmenter les marges, il répond « Plus de marge, c'est moins de baraka ». Son obsession, prouver qu'une institution peut être moderne, rentable et conforme à l'islam. Imagine la porte en métal qui grince doucement au matin du 26 juillet 1963. Premier jour ouvré de la toute jeune Mid-Ramr Savings Bank. À l'intérieur, ni marbre, ni guichet blindé. 3 pupitres de bois clair, à ventilateur au plafond et une ardoise où on écrit à la craie le bénéfice partagé de la veille. Tout nouveau client signe, au lieu d'un contrat d'intérêt, un engagement de confiance. Il doit déposer au minimum une livre égyptienne, accepter que l'argent serve à financer des activités licites, partager les profits, mais aussi les pertes. Une photo Polaroid collée dans un petit carnet bleu remplace la signature pour les analphabètes. À l'entrée, on met à jour l'ardoise. Bénéfice net distribué, 2,7% ce trimestre. Les passants s'arrêtent, discutent et comparent. Au fil des mois, un effet boule de neige s'installe. Chaque dossier accepté devient une vitrine vivante qui attire de nouveaux déposants. On a 2 exemples clés. L'atelier Ali Son. Un père et ses 2 garçons forgent des chaudrons, mais ils doivent refuser les grandes commandes de la ville voisine faute d'un nouveau four. Montant financé, 150 livres pour une durée de 18 mois et une participation au bénéfice de 30% pour la banque. Résultat, carnet de commandes quadruplé, 3 nouveaux apprentis engagés. Ensuite, la Molokhia Express. 7 femmes veulent mécaniser la découpe de feuilles de corette, qui est la base de la soupe de la Molokhia. La banque prête pour un hachoir mécanique importé d'Italie, très au-dessus des normes locales. En 6 mois, la coopérative rembourse la moitié du capital grâce à des contrats avec 2 restaurants du cœur. Les chiffres fin 66, c'est 7 agences actives, une croissance moyenne de clients et de dépôts moyens de plus de 300% par an, 1058 projets financés, et tout ça avec un taux de défaut inférieur à 1%. Un inspecteur du ministère des Finances, dépêché incognito, note dans son rapport: le risque est compensé par la pression morale. La communauté se porte garante, modèle difficile à classer dans notre réglementation. Au-delà des chiffres, d'expérience prouve 3 choses. La transparence désarme la méfiance. L'ardoise quotidienne transforme la banque en place publique. Chacun voit d'où vient l'argent et où il part. Deuxièmement, l'échelle locale maximise la vigilance collective. Qui oserait disparaître avec l'argent du voisin qui croise chaque vendredi à la mosquée? Et troisièmement, le symbole religieux métamorphose l'épargne en acte moral. Déposer devient presque un devoir. Soutenir son prochain plutôt qu'entasser de l'or stérile. Fin 1966, le succès attire les regards. Les grandes banques d'État craignent une concurrence idéologique. Le gouvernorat exige alors un rapport mensuel détaillé. Certains cadres du parti s'inquiètent d'un appareil financier islamiste hors de contrôle. Dans les couloirs, Al-Najjar répond: on ne fait pas de politique, seulement du commerce équitable avant l'heure. Pour l'instant, les portes restent ouvertes. Les mobylettes continuent de tracer leur circuit matinal et les carnets bleus changent de main comme autant de promesses. Mais à l'horizon, s'amorcellent les nuages de 67. Et nul ne sait encore que la guerre des 6 jours va bouleverser le destin de cette révolution silencieuse. Le 5 juin 1967, alors que les employés de Mid-Ramr font l'appel matinal des dossiers, la radio d'État interrompt la prière. Tsahal vient de frapper les aérodromes du Sinaï. En 6 jours seulement, l'Égypte perd le contrôle du canal et voit son régime vaciller. Dans les semaines qui suivent, la priorité nationale devient consolider le pouvoir et traquer toute structure perçue comme autonome. Fin juillet 67, un télégramme du ministère des Finances exige des livres comptables des 9 agences Mid-Ramr. Motif officiel, vérification post-crise du crédit rural. Mais dans les couloirs de l'Union socialiste arabe, on murmure un autre griffe. L'institution dégagerait un capital religieux susceptible d'alimenter les frères musulmans. Pour le pouvoir de Nasser, toute initiative islamo-populaire est désormais une menace. Le 4 septembre 1967, 7h45, 2 camionnettes de police se garent devant l'agence mère. Les agents saisissent carnets, caisses et surtout l'ardoise des bénéfices quotidiens. Ahmed Al-Najjar est placé en garde à vue 48 heures, puis libéré sans inculpation. Le même jour, une circulaire gèle l'octroi de tout nouveau financement en Modaraba.
Puis, début 68, le gouvernorat signe le décret numéro 184-68 Midram Savings Bank et ses dépôts estimés alors à 2,5 millions de livres égyptiennes, ce qui équivaut environ à 70 millions d'euros, sont absorbés par la Banque nationale d'Égypte. Dans le Delta, la fermeture est vécue comme une confiscation morale. Ils n'ont pas juste pris notre argent, ils ont pris notre dignité, écrira un forgeron de Zagazig dans une lettre au quotidien Al-Ahram. Le paradoxe est cruel. Jamais la banque n'a connu de faillite ni de protestation d'épargnants. C'est un succès économique neutralisé pour raisons politiques. En refermant les volets de l'agence, un employé note dans son carnet: la graine est sous terre. Elle germera ailleurs. Et il avait raison. À peine après la fermeture forcée de Midramr, l'État égyptien recycle la mécanique de la Modaraba sous un label laïque. Même logiciel, vocabulaire religieux gommé. En 1975, Dubaï ouvrira sa Dubai Islamic Bank, par décret du Cheikh Rachid. La première banque commerciale 100% islamique voit le jour, hissée en plein boom pétrolier pour irriguer les PME et le commerce régional. L'année suivante, la Jordanie imitera le modèle. Tous citeront dans leur rapport fondateur l'expérience Midramr comme précurseur absolu. 22 pays fondent la Banque islamique de développement, une multilatérale de 57 membres aujourd'hui, afin de financer routes, écoles et hôpitaux sans intérêt. Le tout selon une charte rédigée sur les notes de terrain de Midramr. Dans le Golfe, le choc pétrolier attire les capitaux. Le Koweït, Bahreïn et le Soudan autorisent à leur tour des banques mixtes, où les guichets sans riba côtoient les produits classiques. Et à la fin des années 80, la filière compte 36 institutions sur 3 continents. Les économistes parlent de shadow system vertueux, hors taux d'intérêt, mais parfaitement solvable. Mais pour passer à l'échelle supérieure, il fallait un langage commun. En 1991, on a la première norme AOFI, à Bahreïn. En 2002, la création du Islamic Financial Service Board, un organe prudentiel supranational. Ces briques suppriment le soupçon d'une approximation religieuse. Londres, Kuala Lumpur et même Francfort ouvrent des fenêtres Sharia compliant. Au même moment, naît sur le marché les soukouk, des obligations adossées à des actifs tangibles, pièces maîtresses qui attirent les trésoriers d'État et les fonds de pension. Aujourd'hui, la finance islamique, c'est 3 380 milliards de dollars fin 2023, avec une augmentation de 4% par rapport à 2022, malgré l'inflation et des taux qui flambent. Et les analystes visent 6 700 milliards pour 2027, portés par 60 pays déjà équipés d'une réglementation islamique dédiée. Alors non, Midramr n'a pas disparu, elle s'est démultipliée. De la vallée du Nil au gratte-ciel de Kuala Lumpur, son ADN irrigue aujourd'hui un réseau de plus de 500 institutions qui brassent des billions de dollars tout en restant fidèle au même serment. Ni riba, ni spéculation stérile, mais un risque assumé et partagé. Souviens-toi, en refermant les volets de Midramr en mai 68, un des employés griffonnait: la graine est sous terre, elle germera ailleurs. 60 ans plus tard, cette graine a donné une forêt. 3 380 milliards de dollars, des centaines de banques, des soukouks qui financent des hôpitaux verts en Indonésie ou des fermes solaires au Maroc. Pourtant, derrière les chiffres mirobolants, le serment initial n'a pas changé. Partager le risque et partager les fruits. Et c'est ici que Mizen prend le relais, donnant vie à la promesse de Midramr à l'ère numérique. Midramr avait l'ardoise à craie, Mizen l'écran OLED. Alors, toi qui rêves d'ancrer ton épargne dans du solide, toi qui veux bâtir ton avenir sans t'enchaîner à des intérêts stériles, la question c'est plus de savoir est-ce que c'est possible. La réponse, elle existe depuis 1963. La vraie question c'est quelle part de cette histoire tu veux écrire. Consommer et investir dans des produits financiers islamiques aujourd'hui, c'est serrer symboliquement la main d'Ahmed El-Nadjar. C'est prolonger la chaîne qui bat du billet froissé sur le vieux comptoir du Delta à la plus NFC de ton téléphone. Un simple geste, quelques euros, une épargne régulière, et tu deviens copropriétaire d'une révolution silencieuse qui a déjà prouvé qu'elle pouvait irriguer des milliers de projets sans jamais céder au riba. Alors, le jour où ton geste se traduira par des murs qui s'élèvent, souviens-toi, c'est pas juste une tendance passagère, c'est la renaissance numérique d'une idée jugée impossible il y a encore 2 générations. Rejoins la chaîne, écris ta ligne. La finance islamique, c'est plus une utopie, c'est maintenant une question de choix. Le tien.